Ouvert, Bonjour. Jour, Macaron. Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, Buffet. bonnet, soutien, Lingerie. maquillage, abat-jour, bâton, casserole. Bon Français Podcast. Décolonisons nos regards. Salut tout le monde, comment allez-vous? Soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et aujourd'hui, je pense que je peux le dire, je suis accompagné d'une personne fabuleuse. Comment ça va, Anne? Ça va bien, merci. Et toi? Je suis très contente qu'on se retrouve après tout ce temps. Et je suis contente de participer à un nouvel épisode de ton podcast. Ah, voilà, non, je suis très, très ravi en fait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation De d'être rien. ici. De rien, merci à toi. Et voilà, donc en fait, on commence toujours par la toute première question. Je vais pas. Oui, on Mhm. va aller direct. Alors, Anne, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Alors, à la queue la boulangerie, je suis la personne qui arrive et qui va demander plein de questions au boulanger ou à la boulangère pour savoir c'est quoi comme pain, qu'est-ce qu'il y a comme farine dedans et c'est quoi le prix. Si c'est une pâtisserie, c'est encore pire parce que je vais passer mon temps à vouloir regarder la vitrine. Et puis surtout, je vais passer mon temps dans la queue de la boulangerie avant que ce soit mon tour à me dire qu'est-ce que je prends. Est-ce que je prends ça ou bien est-ce que je prends ça? C'est un peu voilà, ce qui se passe pour moi quand je vais à la boulangerie. Mais en général, quand même, quand j'arrive devant le boulanger ou la boulangère, je sais ce que je veux commander. Ah, parfait, hein. Après 1 million de questions, au moins, tu sais, C'est tu ça, c'est décides. ça. Exactement. Il y a toujours tout un processus important de réflexion, d'aller et venue dans mon cerveau avant de prendre une décision. Tu sais qu'au Brésil, les boulangeries ici, c'est nous-mêmes qui prenons les choses. Il n'y a Ah ouais, pas cette chose de demander au boulanger. Le boulanger fait tout. Il met un exposé comme un buffet, comme ça. ouais, Et les clients même qui choisissent et prennent. ah C'est pas ouais. Ah, comme... ça serait affreux pour moi parce que je pense que je prendrais tout, puis après je Non. reposerais des trucs. Ce serait. Non, non. Oui, voilà, ça pose des problèmes parfois. On prend, on choisit tout, après on le rend à C'est la ça. personne, elle pèse, C'est elle met le prix et voilà, on paye, c'est ça. c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que ça pourrait aider dans ma prise de décision. Je sais pas. Bon. Oui, oui, voilà. Bon, mais alors, on s'est connus en fait lors d'une formation que Ouais, moi j'ai participé et toi tu étais la formatrice. C'était en Uruguay, n'est-ce pas? c'est ça, à Montevideo, pour le Belk Voilà, régional. Mm. exactement. Et d'ailleurs, j'ai adoré la formation que tu as offerte à propos de la gamification. Mm. Et je ne sais pas si tu avais dit, mais quand j'ai lu gamification, je n'avais pas compris tout de suite de quoi il s'agissait. Et Mhm. après que j'ai fait le lien des games, comme les jeux, hein, les jeux vidéo, j'ai dit, ah, d'accord, des jeux, Ah. en tout cas. Eh oui, eh oui. Tu n'es pas le seul. Et, souvent, les gens se demandent un petit peu ce que c'est, même si maintenant c'est quand même assez bien, comment dire, connu, tout ce qui est la gamification, mais ça reste souvent le concept et de comment après on peut l'appliquer dans un cours de français langue étrangère, ça reste toujours assez flou, mystérieux, confus. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé des formations en ce sens-là, pour bien faire aussi la distinction avec le jeu. Même si à l'origine c'est effectivement le même terme, puisque game ça veut dire jeu. Voilà. Ouais, Mais parfait. c'était super de faire cette formation et de t'avoir aussi comme stagiaire. Ah, super. Et alors, j'aimerais savoir, hein, pourquoi formatrice de formateurs FLE? Ah, parce que j'ai été enseignante moi pendant euh, 15 ans, plus de 15 ans, enseignante de français langue étrangère. Et j'ai travaillé dans différentes structures, des instituts français, des alliances françaises, des universités, des écoles. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup vécu à l'étranger quand je faisais ce métier-là. J'ai travaillé aux États-Unis, en Suède, en France aussi, en Mongolie, au Maroc. Et puis après,
j'ai commencé à être formatrice de formateurs. Ça a été une demande aussi quand j'étais au Maroc et que j'étais à l'Institut français. J'étais dans une petite structure de l'Institut français et la responsable pédagogique m'avait demandé avec un collègue de prendre en charge justement des formations et de partager nos savoirs avec les collègues, des nouveaux collègues ou des collègues qui étaient déjà là depuis un moment, mais qui avaient aussi envie de connaître de nouvelles choses. Et donc, j'ai commencé par faire justement de la formation pour les enseignants de français langue étrangère. Et puis, bah, c'était en 2000, je pense, 11. Et puis depuis, bah, je continue parce que ça, bah, il y a toujours cette idée d'échange. Maintenant, je ne suis plus prof de français langue étrangère, mais il y a toujours cette idée d'échange et comment dire, de passation de savoir et de compétences qui m'intéressent, comme ça pouvait être le cas dans un cours de français langue étrangère. Et donc, j'ai commencé comme ça, en étant à la fois prof et puis en intervenant, en donnant des formations. Et au fur et à mesure, j'ai donné de plus en plus de formations. Et puis, ensuite, j'ai continué. À un moment donné, je travaillais pour les éditions Maison des Langues, où j'étais aussi chargée des projets numériques. Et je continue aussi à faire de la formation. Et puis, en 2019, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en 2019, je me suis mis comme indépendante et vraiment avec un statut en 2020, juste avant la pandémie. Et pour être formatrice indépendante, parce que j'avais envie de vraiment avoir ce statut et puis pouvoir intervenir un peu partout dans le monde. Et j'avais besoin de cette liberté liée au statut d'indépendant. Et voilà, pour moi, c'était un peu la suite logique. J'avais été prof de FLE, j'avais été formée, j'avais toujours assisté à beaucoup de formations parce que je trouve que c'est important que tu sois débutant dans ton métier ou même plus tard dans ton métier, de constamment te renouveler ou en tout cas de découvrir de nouvelles choses. Et je trouvais ça super et je me suis dit, c'est la suite logique en fait par rapport à mon métier d'enseignante, de justement maintenant moi transmettre tout ce que j'ai pu apprendre aux enseignants. Voilà. Ouais, ouais, super. Et des formations, tu as étudié la didactique de FLE, c'est ça? Ouais, 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 tu peux j'ai partager? fait un master enfin à l'époque ça s'appelait une maîtrise, parce que bon, c'était il y a longtemps. Et donc une maîtrise en français langue étrangère à la Sorbonne Nouvelle. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'avais fait une licence avant et ensuite j'ai continué avec la maîtrise. Et puis pendant la maîtrise, on avait au moins un stage à faire. Et donc j'ai trouvé un stage dans une université en Suède. Et puis ce stage s'est du coup transformé en emploi, parce que j'y suis allée au départ pour 3 mois et finalement j'y suis restée 1 an et demi. Voilà. Ouais, super. Et bon, tu as parlé du Maroc et je sais que tu es en relation stricte avec le Maroc, Mm. mais tu es marocaine, d'origine marocaine, française? Non, 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 je suis d'origine française, mais beaucoup de monde me pose la question. Encore hier soir d'ailleurs, je dînais avec des amis et puis d'autres personnes et on m'a demandé si j'étais marocaine. Non, peut-être dans une autre vie, c'est possible. Mais dans Ouais. cette vie-là, j'ai une identité française, j'ai un passeport français. Mais c'est vrai que je suis attachée au Maroc, parce que je pense que c'est le pays dans lequel j'ai vécu le plus longtemps au final, parce que j'y ai vécu 6 ans, et puis parce que j'y reviens souvent depuis 2010, je vais très fréquemment au Maroc. Parce que maintenant, bon, j'ai mes amis, donc j'ai travaillé, et puis depuis que j'ai arrêté de travailler, j'y reviens vraiment souvent. C'est un pays que j'aime, voilà, c'est un pays que j'aime pour toute sa diversité et ses paysages et les gens et tout ça, quoi. Oui, voilà. Euh, En fait, c'est un rêve hein, que j'ai de visiter le Maroc un jour. Mais... Ah, c'est vrai! Ouais, ouais. Ah, bah écoute, comme on dit là-bas, Marhaba bik,
ça veut dire bienvenue. Ah bon? Oui, voilà. Oui, Si jamais un jour tu y vas, n'hésite pas, tu me dis, tu me demandes et je te trouverai des gens qui pourront t'accueillir. Ah, ça serait super, hein. Et ce Mm. serait une superbe expérience d'aller en Afrique un jour. Et j'espère que Ouais, ça va ouais, ouais. marcher. Bah, écoute, je te le souhaite en tout cas. Mais Ouais. oui, oui, puis je pense que tu aimerais. Oui, oui, c'est un très beau pays. Euh, et tu parlais que tu étais maintenant autonome. Et comment ça se Ouais. passe? Je pensais que tu étais associé avec un site français, quelque chose comme ça. Mais ils publient des éditats et là, tu postules. Comment ça se passe au niveau pratique? Au niveau pratique, quand tu es indépendant, formateur de français langue étrangère, formatrice, en fait, te fais connaître. Comme moi, je venais déjà du français langue étrangère, du réseau du français langue étrangère. J'avais déjà rencontré un petit peu la plupart des acteurs comment dire, des institutions qui proposent des formations, qui font intervenir des formateurs, comme par exemple le France Éducation Internationale, avec qui je suis intervenue pour le BELC à Montevideo. Tu as le Cavilam, j'en oublie d'autres. Tu as aussi les maisons d'édition qui font aussi appel des fois à des formateurs indépendants. Et donc, en fait, moi, j'avais déjà quelques contacts. Donc, dès que je me suis mis comme formatrice indépendante, j'ai recontacté ces personnes-là en leur disant, ça y est, je suis libre de tout engagement et donc je peux vous proposer des formations. Moi, je leur propose, tu vois, des formations que j'ai pu aussi réaliser par le passé, en donnant un petit peu ce sur quoi je peux intervenir et qui est ma branche, en tout cas mon domaine, parce que c'est comme les enseignants, tu ne peux pas être spécialiste de tout. Donc j'ai contacté via donc LinkedIn, Internet, les personnes qui étaient responsables pédagogiques comment dire, qui étaient coordinateurs pédagogiques en charge en fait de recruter justement, de proposer des formations. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, à envoyer des mails en disant, voilà, je suis formatrice indépendante, j'interviens sur telle thématique, est-ce que ça vous intéresse? Et puis, je me suis mis en contact aussi avec d'autres formateurs et formatrices pour savoir un peu quel était le calendrier des formations, parce que, par exemple, on sait que l'été, tu as beaucoup d'universités d'été. Donc là, par exemple, je vais intervenir sur pas mal de moments cet été pour savoir, du coup, pareil, à quel moment ça se passe, contacter les personnes pour savoir si ça les intéresserait comment dire, de m'avoir comme formatrice. Et puis, voilà, donc je te dis de manière vraiment comme ça sporadique, contacter certaines institutions, certains instituts en écrivant directement en disant voilà, je suis formatrice, je peux vous proposer des formations là-dessus. Après, ce qui s'est passé, c'est que comme moi, je venais du numérique, dès le départ, j'ai proposé en 2020, tu vois, et déjà avant, je proposais des formations liées justement à tout ce qui était, par exemple, la classe inversée, l'utilisation du numérique dans la classe pour l'apprentissage et l'enseignement, tout ce qui était l'enseignement à distance. Et donc, ça a facilité aussi, moi, mon recrutement, on va dire, parce que c'était des choses qui étaient demandées en 2020, tout le monde était un peu paniqué, donc ça a beaucoup contribué. Et puis j'avais quand même aussi, donc, comme je disais, mon réseau qui existait avant du français langue étrangère, et j'avais plutôt, on va dire, bonne réputation. Les gens savaient déjà que je travaillais bien, donc ça a permis de passer du statut de prof à formatrice beaucoup plus facilement. Ouais, Voilà. ouais, super. Mm. Et voilà, et au-delà de tout ça, justement, pardon, je suis un peu enrhumé parfois ma voix. C'est OK, c'est OK. Comme tu disais tout à l'heure, tu faisais déjà un travail sur Internet et tout. Tu as une page Internet nommée arobase @tacticfleu. Mhm. Quelle est l'idée de la page? Alors oui, effectivement, j'ai un compte Instagram, Tactique Fleu.
À la base, je l'ai créé justement parce que j'intervenais beaucoup dans les formations sur l'utilisation du numérique. Je me suis dit, je vais proposer un compte Instagram sur lequel je vais proposer, faire des petites stories et proposer des petites astuces sur l'utilisation du numérique dans la classe. Donc, je me suis dit tactique, parce que ça reprend TIC, dans les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'était un jeu de mots avec la tactique et le TIC qui reprenait l'idée de la technologie. Mais finalement, si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez qu'il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? En fait, je ne sais pas, ça m'a demandé du temps et puis surtout, ça s'est fait au même moment où j'ai créé ce compte Instagram. C'est aussi au moment où on en reparlera sans doute plus en détail après, mais où on a commencé à monter le projet des Fabuleuses du Fleu avec Amandine et Adélaïde. Et donc, j'ai un peu changé de direction et puis je me suis dit, est-ce que je veux que me spécialiser dans le numérique, sachant que je voyais qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui arrivaient aussi et qui prenaient cette place-là. Donc voilà, donc ça reste toujours une idée que j'ai de proposer des petites astuces sur le numérique, mais pour l'instant, sur ma page Instagram, ce qu'on peut surtout voir, c'est des posts en rapport avec le collectif que je forme avec Amandine et Adélaïde, qui s'appelle Les Fabuleuses du Fleu, un collectif de formatrices de FLE. Et puis des posts sur l'utilisation de la photographie en classe de français langue étrangère. Donc rien à voir avec le numérique. Oui, mais de toute façon, on peut lire sur la bio de cette page qui était ingénieur pédagogique. Et j'ai adoré le terme, mais qu'est-ce que ça voulu dire à partir de Alors, cela? ouais, écoute, c'est un terme que j'ai trouvé aussi, notamment sur LinkedIn, parce que voilà, et puis c'est une discussion avec des amis qui m'ont dit ah, tu fais de l'ingénierie pédagogique? J'ai dit oui, ça doit être ça. En fait, l'ingénierie pédagogique, c'est la compétence euh, à pouvoir justement créer du contenu, de la ressource à viser justement d'enseignement-apprentissage. Donc, c'est être capable de construire des ressources ou bien, par exemple, une formation pour pouvoir justement ensuite la proposer à viser avec une visée pédagogique. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Mais c'est-à-dire que, et ça, moi, c'est une des choses aussi que j'ai pas mal faites. J'en fais moins maintenant, on va dire, je suis moins embauchée là-dessus. Mais ça m'est arrivé qu'on me contacte pour, par exemple, créer des fiches, pour réfléchir à des ressources qu'on pourrait créer, ce genre de choses, ou réfléchir à comment réorganiser des contenus. Oui, oui. Voilà. Et ce rôle d'ingénieur en relation aussi avec les Fabuleuses du Fleu, j'imagine. Oui, parce que quand tu es formatrice, vu que tu conçois aussi les formations, tu fais aussi justement de l'ingénierie pédagogique, puisque tu construis, c'est comme un ingénieur, tu construis quelque chose pour que ce soit solide et que ça puisse favoriser l'apprentissage. Oui, oui. Et alors, je suis curieux, hein. Qu'est-ce que ce Oui. groupe-là a de si fabuleux? Ah, les fabuleuses du fleu. Pourquoi on est fabuleuses? Parce qu'on met des paillettes dans les cours de français langue étrangère. Ah bon? Alors, on est fabuleuse parce qu'on est déjà individuellement chacune fabuleuse. En fait, l'idée est venue en fin 2020 et on se connaissait. Enfin, moi, je connaissais Amandine. Amandine connaissait Adélaïde. Et puis, on s'est dit que on était pas mal confinés, il y avait toutes ces choses-là à distance et on voyait bien aussi que proposer des formations en présentiel, ça allait être compliqué
pendant un moment. Et donc, on s'est dit, ça serait bien de proposer des formations à distance. Et puis surtout, ça serait bien de se réunir parce qu'on avait chacune nos spécificités, justement, en termes de formation. Et que c'était dommage de rester chacune dans notre coin, alors qu'on pouvait s'entraider. Et donc, on s'est dit, OK, on fait ça ensemble, on se monte en collectif. Et on a choisi le nom. Je ne pourrais même plus te dire pourquoi. C'était un tempête de cerveau. On a testé plusieurs choses et Les Fabuleuses est sortie. Parce que voilà, ce qu'on voulait, c'était vraiment. En fait, on avait un peu envie aussi de proposer, et c'est ce qu'on fait, et être dans une tonalité qui soit beaucoup moins institutionnelle. Parce que c'est vrai que beaucoup de formations sont portées par des institutions et ça reste très formel, très dans un cadre. Et nous, on est un petit peu plus faux-folle. Et en tout cas, pas faux-folle, mais en tout cas, on voulait mettre un petit peu plus de peps, mettre quelque chose de plus dynamique. Et on s'est dit, voilà, on peut mettre des coups de paillettes, comme je te dis. L'idée, c'était ça, c'était de mettre des paillettes dans les cours de FLE et faire quelque chose de plus scintillant. Et voilà, c'est comme ça que le nom du collectif est sorti. Et ce qu'on a de fabuleux, c'est que on a réussi à justement qu'on arrive déjà à travailler très très bien ensemble, toutes les trois. Malgré la distance, parce que moi je suis à Marseille, Amandine vit à Nantes et Adélaïde vit à Istanbul. Donc on se voit toutes les semaines, on fait des réunions toutes les semaines et on essaye de se réserver au moins une semaine dans l'année pour se voir en présentiel, faire des séminaires de travail. Pour travailler sur justement notre fabuleuse semaine du FLE, qui est un peu notre événement phare. Voilà, et on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est proposer des formations qui soient accessibles un petit peu à tous les enseignants, que tu sois débutant ou plus avancé, avec une variété, un panel de formations assez large, qu'on voulait que ces formations-là soient aussi accessibles financièrement pour des profs, parce que avec la pandémie et puis on va dire l'économie globale du monde, on sait que de plus en plus d'enseignants sont aussi à leur compte et n'ont pas forcément les moyens de se financer des formations. Donc on s'est dit, il faut aussi que ces formations-là restent accessibles et que tu puisses pouvoir te former, même si tu travailles à ton compte, sans te saigner voilà, sans te saigner. Et on voulait proposer des formations vraiment pratiques avec des idées à mettre en place en classe et des idées qui soient pétillantes, innovantes, qui proposent des choses qui soient fun à faire en classe pour toi et pour tes élèves. Donc on a commencé fin 2020 avec nos premières réunions et puis voilà, tu vois, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on travaille ensemble et ça se passe super bien. On a une communauté et donc on fait de plus en plus de choses parce qu'on a commencé par un événement, la fabuleuse semaine du FLE, qui se déroule chaque année au printemps, en général au mois d'avril. Maintenant, on propose aussi une journée à l'automne, pareil, avec tous les ateliers qu'on a. Donc maintenant, en tout, on a, si je ne me trompe pas, on propose 16 ateliers. Donc on a chacune à peu près 4-5 ateliers. Et c'est toujours en ligne? C'est toujours en ligne. Alors, les ateliers sont toujours en ligne. On a une page, donc lesfabuleusedufleu.com, donc où les gens peuvent aller pour justement trouver nos ateliers. Donc, c'est des ateliers que tu peux réaliser en autonomie. Donc, tu as un webinaire qui dure environ 1 heure et on te donne des idées de choses à faire dans ta classe. Donc, c'est juste un peu de théorie pour appuyer, bien sûr, les principes et les idées d'activité.
On te donne une cytographie et une bibliographie pour aussi aller plus loin dans la thématique, avec d'autres ressources, par exemple, que tu pourrais utiliser aussi, ou d'autres lectures, ou par exemple des podcasts aussi à écouter qui viennent soutenir la thématique. Tu as aussi une mise en pratique, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on te donne des idées dans le webinaire. Et à partir de ces idées, toi, tu en choisis une et tu te dis, OK, cette idée-là, je pense que c'est une idée qui peut marcher dans ma classe, dans mon contexte, et je la décline pour ma classe. Et donc, on te fait travailler sur comment est-ce que tu pourrais appliquer cette idée-là dans ta classe. Et puis, pour ceux qui souhaitent, pendant la fabuleuse semaine, on te propose des classes virtuelles. Donc, par exemple, tu peux acheter un atelier maintenant et puis à la prochaine fabuleuse journée ou fabuleuse semaine, tu peux réserver une classe virtuelle et c'est l'occasion, en fait, un, de se rencontrer et deux, d'échanger autour, par exemple, de ta pratique. Savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va fonctionner, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi. Donc, c'est quand tu achètes des formations, ça correspond en général à bien 3 heures de formation en tout. Donc tu vois, comme si c'était en présentiel, ça représente 3 heures de formation. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, on a donc sur le site, tu vas trouver, il y a d'autres ressources parce que on a commencé, on a commencé avec la fabuleuse semaine. Et puis maintenant, on propose aussi une newsletter 2 fois par mois, dans laquelle on propose des ressources et des coups de cœur culturels donc, à destination des enseignants de français langue étrangère. On propose aussi un direct auquel tu as participé d'ailleurs. Ce sont des moments d'échange et de discussion entre enseignants ou entre personnes du réseau français langue étrangère sur des thématiques différentes et des thématiques liées au français langue étrangère. On a parlé par exemple du féminisme dans le français langue étrangère, de la francophonie, tu vois, avec justement comment est-ce que tu peux enseigner la francophonie alors qu'on est quand même dans la déconstruction coloniale. Hein, donc plein de thèmes comme ça qui sont rarement abordés dans des conférences, mais qui dans le quotidien des enseignants revient finalement parce que ça influe ton enseignement. Et donc le prochain direct a lieu le 22 juin et on parlera de bien-être, du bien-être de l'enseignant. Ah. Et donc, pardon, Non, tu as ouais, une ouais, question? Non, en fait, j'aimerais faire un commentaire à propos de ce que tu avais dit de cette voie du décolonialisme, parce que c'est Mhm. toujours compliqué au niveau de ce que je vois pour les écoles des langues, par exemple, de faire des publicités sans utiliser Tour Eiffel, par exemple, pour proposer des cours de français. Même si on parle du décolonialisme, au niveau des marketing et des choses comme ça, il y a des gens qui cherchent la Tour Eiffel pour la référence du français. Hein. Donc, Ouais. dans la classe, on peut beaucoup changer, c'est vrai, mais Mm. dans la structure d'une école, des Français et tout, toujours va y avoir bleu, blanc, rouge, Tour Eiffel, baguette. Je pense que c'est presque Ouais. impossible d'échapper à cela. Hein. Pour le moment, hein. Peut-être Ouais, que pour le ça moment, quand évoluera. même. En tout Ouais. cas, moi, je le souhaite, tu vois, et que ça soit effectivement parce que même pour quand tu es enseignant de français, enfin, tu n'es pas forcément la Tour Eiffel, ça ne te représente pas forcément. Hein. Souvent, moi, quand j'étais enseignante, on me demandait d'où je venais. Donc, tout le monde me demandait tu viens de Paris parce que c'est la chose que les gens connaissent. Donc, ben non, parce qu'il n'y a pas que Paris en France, il y a aussi d'autres villes. Et donc, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que mais je pense les personnes qui travaillent dans le marketing et tout ça, ça fait aussi partie justement du tout le travail qu'ils ont à faire dans ces prochaines années pour justement déconstruire les représentations ou en tout cas proposer une diversification des représentations du français Ou complètement. que la Tour Eiffel marche comme un appart, par exemple, juste pour attirer Ouais, l'attention des gens.
et quand elles arrivent dans les écoles, les profs puissent parler d'autres choses, d'autres français, d'autres cultures autour de la langue française. Bon, une autre curiosité que j'ai eue pendant que je t'écoutais, c'est toutes les classes des FLE sont les mêmes. On peut dire ça, par exemple, Uruguay, Maroc, oui, tu as beaucoup voyagé, j'imagine, hein, pour ces formations. Et au moment de faire le travail des fabuleuses de FLE, donner des ressources, donner des références, donner des possibilités des classes de FLE. Toi, par exemple, tu prends en compte ces expériences, différentes expériences partout dans le monde que tu as eues? Pour proposer dans les ressources et que je propose, qu'on Oui, propose avec les fabuleuses. tu penses par exemple qu'il y a une différence culturelle très importante. Par exemple, si tu vas donner un conseil à une personne qui va donner un cours de FLE au Maroc, tu vas donner un type de Ouais. conseil. Si tu vas parler avec une personne qui est en Asie, en Chine, je ne sais pas, en Inde, tu vas donner un autre Mhm. type de conseil. Comment ça se passe au niveau culturel au moment de préparer une Alors, classe? au niveau des recommandations culturelles, je t'avoue qu'on est beaucoup aussi orienté sur la question du féminisme. Donc, on met beaucoup en avant, justement, aussi, on propose aussi pas mal de ressources pour venir questionner, par exemple, le sexisme. On propose des ressources qui soient justement un peu diversifiées. C'est une bonne question que tu poses parce que ce n'est pas forcément une question que je m'étais posée sur les ressources qu'on proposait. Moi, je sais que quand j'enseignais, j'adaptais forcément les contenus que je proposais par rapport à mon public. Et je pense que c'est la base quand tu es enseignant de prendre en compte ton public avant de lui proposer du contenu et de proposer quelque chose qui puisse lui parler. Donc c'est assez large tout ce qu'on propose en termes de ressources. Euh, mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, moi, je me dis, j'ai jamais vu des sites qui proposent des ressources pour les enseignants qui identifient clairement, par exemple, ben, c'est plus pour un public quand vous travaillez sur tel continent, ce genre de choses. Oui, non, je ne sais pas si c'est nécessaire de classifier comme ça, mais c'était juste une curiosité au moment de préparer. Hein. Non, Ce n'est pas au moment d'offrir. Hein. On offre et la personne choisit ce qu'elle veut, bien sûr. quand je fais mes formations, moi, évidemment, les ressources que je propose, suivant bien sûr les formations que je fais, mais je m'adapte en tout cas au public ou par exemple, je donne aussi tu sais, beaucoup maintenant des formations sur l'utilisation de la photographie en classe de FLE, sur comment utiliser la photographie, découvrir aussi des photographes. Et donc, je m'adapte aussi en proposant des photographes qui correspondent, par exemple, si je fais une formation en Inde, je vais chercher, par exemple, s'il n'y a pas des photographes qui parlent de l'Inde, euh, aussi, justement, avec toujours ce discours-là que ce n'est pas parce que tu travailles du français que tu ne peux pas faire découvrir, par exemple, des artistes locaux, des artistes de ton pays. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est le plus important, hein, de, de savoir que tu peux rester soi-même et parler. Il ne faut pas se transformer, devenir français parisien pour être prof de FLE, pour étudier le FLE, pour parler français. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Non, et que c'est important de valoriser la culture du pays dans lequel tu enseignes, dans lequel tu formes. Moi, je sais que j'ai beaucoup, quand j'étais enseignante et que je vivais à l'étranger, ce que j'aimais beaucoup, c'était aussi de découvrir la culture et de découvrir tout ce qui composait justement aussi bien la culture, on va dire, peut-être la culture littéraire, mais que comme la culture populaire. Tu Ouais, vois, et puis parce que si tu veux
faire des activités, plus tu connais aussi ton public et plus tu vas pouvoir lui proposer des activités qui vont être signifiantes pour lui, pour le public. Oui, ouais, tout à fait. Et quels sont les pays que tu as déjà visités en tant que formatrice de formateur? Ah, j'ai pas fait le décompte. Plus ou Alors, moins. bah, oui, oui, non, non. Donc, bah, l'Uruguay, à Montevideo. Je suis aussi allée 2 fois en Inde. Je suis allée en Irlande, en Algérie, en Tunisie. Euh, Où est-ce que je suis allée d'autre? Je pense que j'oublie des pays, mais c'est pas mal déjà. Oui, non, c'est énorme. Ouais, Et quelle est la sensation de voyager comme ça un peu partout dans le monde pour travailler? J'imagine que ça doit être une expérience vraiment formidable. oui, oui, oui. Non, mais moi j'adore et je pense que de toute façon, quand j'étais étudiante, je pense que au début, je ne savais pas trop quoi faire, j'ai hésité, mais il y avait une chose qui était un peu certaine pour moi, c'était que je voulais voyager euh, dans mon travail. Donc, le français langue étrangère est arrivé à moi et je me suis dit, ah, c'est pas mal ça. Donc, bah, moi j'adore. Alors, j'ai beaucoup aimé vivre moi à l'étranger parce que je pense que tu comprends mieux aussi, ça te permet d'avoir une compréhension du monde qui est beaucoup plus grande quand tu vis aussi dans un pays et ça te permet de mieux comprendre la culture, les coutumes et l'histoire et de t'inscrire toi-même dans l'histoire. Enfin, je trouve que ça prend sens quand par rapport à l'histoire et la géographie du monde, ça te situe beaucoup mieux par rapport au monde de manière générale. Et moi, j'adore, voilà, j'adore découvrir, donc je suis très très curieuse. Donc les voyages, c'est toujours l'occasion pour moi d'être baignée justement dans cette découverte. Et puis ça m'anime beaucoup, comment dire, ça attise ma pupille parce qu'en même temps, je fais de la photographie, donc il y a une effervescence que j'ai quand je voyage. Et puis parce que bah, je découvre des choses sur le pays ou enfin, en tout cas le lieu où je vais, et je découvre des gens, je découvre des langues, je découvre enfin, plein de choses, tu vois, en tout cas, tu fais devenir réalité des choses que tu avais aussi imaginées par rapport à un lieu, quoi. Enfin, tu les fais devenir réalité ou bien tu les confrontes, en tout cas, tu confrontes, on va dire, ce que tu as pu imaginer à la réalité de l'endroit. Et donc, je trouve ça très stimulant intellectuellement. Oui, j'imagine, hein. Mm. C'est incroyable. Et c'est à quand une formation au Brésil? Ah, écoute, le Brésil. Alors, j'y suis allée une fois, mais pas du tout pour des formations. C'était plutôt pour des vacances en 2015. Écoute, moi, je suis ouverte. Il va falloir que je recontacte toutes les personnes, tous les instituts, les institutions au Brésil. J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. C'est un grand pays avec plein de choses à découvrir. Moi, j'ai un souvenir très, comment dire, nature du Brésil. Enfin, en tout cas, quelque chose de très, je sais pas, j'ai un souvenir de cette végétation magnifique. Et Oui, oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. dans C'est certaines beau, hein. régions. Oui. Oui, dans certaines régions. Oui, oui, j'étais allée à Rio de Janeiro, Oui, dans mais la, là, et Rio, dans les c'est le environs. mélange parfait de la nature avec la ville. C'est incroyable même, là, Ouais. ce Mm. mélange à Rio, hein. Ouais, oui, oui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Mais oui, bah écoute, si jamais, voilà. En tout cas, moi, si jamais des personnes écoutent ce podcast et cherchent à proposer des formations au Brésil, je suis complètement ouverte à ça. Ah, parfait, hein. Je vais diffuser encore plus cet épisode alors pour que quelqu'un t'invite.
Et j'espère que tu passes par Belo Horizonte, comme ça on peut se voir, par Minas Ah, Gerais. écoute, je commencerai par ça. Voilà. Euh, bon, et je sais, et tu as déjà dit ici que tu fais de la photographie aussi. D'ailleurs, Ouais, tu as un beau site avec ton travail, n'est-ce pas? ouais, Et après, on peut le diffuser sur Instagram. carrément. Et alors, tu profites des voyages que tu fais en tant que formatrice de formateurs pour prendre des belles photos en même temps? Écoute, oui, alors c'est jamais facile. Donc ça, c'est une chose à laquelle je réfléchis parce que j'aimerais pouvoir justement profiter de mes voyages en tant que formatrice pour pouvoir faire un projet autour de la photo. Pour l'instant, j'ai pas. Je réfléchis à des thématiques que je pourrais faire. Mais quand je fais pas mal de projets documentaires, ça demande souvent d'aller plusieurs fois dans un endroit pour pouvoir faire des projets, puisque ça, c'est des projets au long cours. Donc j'en profite par contre toujours pour faire des photos. Ça reste des photos qui n'ont pas forcément, sont pas construites, qui n'ont pas forcément un récit. Mais j'en fais de toute façon parce que je ne peux pas m'empêcher, tout simplement. Ouais. Et quand je suis allée à Montevideo, j'avais fait en Uruguay, j'avais pris ensuite 2 jours et j'étais partie sur en bord de mer et j'avais fait une petite série sur un ancien village de pêcheurs. Ah, c'est super, hein? Mm. C'est cool. Ouais, Euh, mais comment la photo est apparue dans ta vie en tant que ouais. hobby et travail et tout? Écoute, la photographie est apparue, je pense qu'elle a toujours fait partie de ma vie parce que moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger aussi étant petite de par le métier de mon papa. Euh, donc assez rapidement, on a eu des petits appareils photo, tu vois, je pense quand on avait 11, 12 ans, 13 ans, avec mon frère. Et donc on faisait des photos un peu tout le temps pour documenter aussi justement tout ce qu'on pouvait découvrir. Je me souviens aussi qu'à 18 ans, mes parents m'ont demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et que je leur ai dit un appareil photo. Voilà, donc il y avait quand même déjà cet intérêt-là qui Ah, était ouais. présent. Et puis ensuite, j'avais toujours un appareil photo quand je voyageais, en tout cas quand je vivais à l'étranger. Et je faisais des photos. Et puis surtout, les photos, je les proposais surtout à ma famille, mes amis. J'envoyais des mails où je racontais ce qui se passait. Je mettais des photos en même temps pour illustrer mes découvertes. Euh, et puis, euh, on a commencé à me dire, mais tes photos sont super, enfin, tu fais des bonnes photos. Je disais, bah, oui, oui, et puis ça restait un hobby. Et puis, mon frère m'a encouragée et un retour d'un comment dire, de mes séjours à l'étranger. Mon frère m'a offert un bon appareil photo. Il me dit comme ça, tu vas un petit peu plus te professionnaliser et puis tu pourras faire encore des meilleures photos. Et puis je me suis dit, OK. Et puis j'ai commencé un petit peu à explorer cette thématique-là. J'avais déjà à l'époque, hein, il y a plus de 10 ans, je me suis dit, ah, je pourrais faire aussi un manuel ou un livre pour l'enseignement du français langue étrangère qui regrouperait des photographies avec des fiches pédagogiques. Bon, bref, après, la vie vient, la vie va, et les projets n'évoluent pas forcément au moment où tu les as pensés. Euh, et je pense donc puis après j'ai fait quelques petites expositions, j'avais démarché, je suis revenue en France 1 ou 2 ans après un séjour. J'ai commencé un peu à démarcher des lieux pour faire des photos. Donc, voilà, et après je suis repartie au Maroc. Donc là, j'ai continué la photographie et puis là, c'est devenu de plus en plus euh, présent et important et je voulais vraiment proposer un petit peu ce que je faisais. Et c'est vraiment depuis, on va dire, 3 ans que j'ai décidé que ça serait aussi quelque chose de pro. Voilà, et que j'allais vraiment m'y consacrer.
et aussi décider de devenir indépendante comme formatrice parce que je voulais absolument me professionnaliser comme photographe et avoir du temps pour pouvoir justement aller à un endroit et y rester pour pouvoir travailler sur mes projets photos documentaires. Et qu'en étant salarié, c'est compliqué à faire parce que tu es tu es dépendant, quoi. Et donc là, je voulais pouvoir avoir cette liberté-là de pouvoir travailler sur la photo comme, comme bon me semblait. Et donc Ouais. depuis 2 ans, je suis de retour en France et je me fais accompagner, en tout cas, je me fais suivre par des photographes professionnels, un à Marseille, un à Paris, qui m'accompagnent dans le développement de mes projets perso. Parce que c'est tout un monde, il y a plein de codes à apprendre, plein de façons de faire, des dossiers à faire, et que quand tu es néophyte, quand tu ne connais pas ce monde-là, il faut aussi te faire aider pour pouvoir savoir à qui tu dois envoyer des dossiers, à qui tu vas montrer tes photos, comment tu vas les montrer, pourquoi. Donc, il y a plein de choses à apprendre, et donc j'ai des personnes qui m'accompagnent là-dedans. Voilà, et donc c'est vraiment depuis 2 ans que je me professionnalise. Oui, c'est parfait. Et j'ai jeté un petit coup d'œil dans ton site, c'est vraiment formidable. Bah, merci, Bravo. merci, Et tu sais merci. que moi, j'avais en fait, j'avais un peu du mal de comprendre la photographie comme de l'art. Mhm, Et parce que quand j'étais plus jeune, je disais non, mais la photo, c'est comme un miroir. Mais là, mhm, l'objectif, c'est juste enregistrer un moment. C'est un peu une copie de la réalité. Il n'y a pas de l'art dedans. mhm, mhm, Mais un jour, quand je suis allé dans un lieu, un site touristique, mais ici même de ma ville, que je voyais à travers des photos, mhm, et que c'était incroyablement beau. Les photos étaient incroyablement belles. Et quand je suis allé personnellement, c'était pas si beau que ça. Et je me suis dit, mhm. ah, mais pourquoi dans la photo était, était complètement différent, les couleurs étaient beaucoup plus jolies et tout était plus beau et tout. Et à ce moment-là que j'ai compris, ah, voilà, c'est là le côté artistique de la photo, hein, il C'est change la ça. réalité aussi, ce n'est pas Bah oui, justement montrer la réalité comme elle est. exactement. Oui, oui, c'est ça tout l'intérêt. Enfin, c'est ça qui est chouette avec la photographie, c'est que c'est la représentation aussi de ce que tu te fais du réel. Et puis, le champ de la photographie couvre plein de choses, puisque tu as la photographie réaliste, la photographie documentaire, tu as de la photographie artistique, donc avec des mises en scène pour justement pas recréer la réalité, mais proposer d'autres réalités aussi. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, ça fait réfléchir au monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que donc là, de plus en plus, je m'oriente vers justement comment utiliser la photographie, parce que souvent, c'est pas non plus un art beaucoup connu dans le monde du français langue étrangère. Ou en tout cas, c'est pas un art exploité comme ressource euh, pour la classe. Et donc voilà, et j'avais envie, moi, vu que je le faisais déjà dans mes cours, j'avais envie de le faire partager à tout le monde. Et donc maintenant, je crée des fiches pédagogiques où je choisis un photographe et une série ou une photo de ce photographe ou de cette photographe. Et je propose voilà, tout un travail pour l'enseignement-apprentissage. Donc ça peut être autour du lexique, autour d'un point grammatical, enfin un point de langue, ou bien autour pour générer aussi une discussion, un débat. Et puis surtout pour faire découvrir divers artistes, justement de différentes nationalités. Toujours avec cette même intention de dire on n'est pas obligé de choisir des artistes français ou même francophones pour faire parler français. Et donc depuis maintenant, ça fait un peu plus d'1 an, je crée des fiches pédagogiques qu'on peut retrouver sur mon site
tactique FLE, euh, pour utiliser la photographie en classe de FLE. Et donc, c'est pour justement, par exemple, donc je propose une photo et un ou une photographe qui a réalisé cette photo et des activités pour travailler ou bien le lexique, ou bien un point de langue, ou bien pour susciter un débat ou une discussion. Et donc, l'idée, c'est pour faire découvrir aussi des photographes et pas forcément que des photographes français ou françaises. L'idée, c'est de proposer aussi des photographes de différentes nationalités. Parce que j'avais remarqué aussi comme enseignante de FLE que quand, par exemple, tu parles de l'art, où tu as des encarts, en tout cas des parties du manuel, on va te parler d'artistes. Et souvent, c'est plutôt des artistes français. Tu vois, on va parler de Matisse, on va te parler de Degas, mais rarement d'autres artistes, alors que tu n'as pas besoin qu'un artiste soit français pour pouvoir parler de lui en français. Tu vois? Et que je pense que quand tu apprends une langue, tu apprends aussi à parler aussi de d'autres choses que de la France et que de représentants de la France. Et que tu peux très bien parler d'un ou d'une photographe russe ou d'un ou d'une photographe brésilienne ou bien qui vient d'Australie. Enfin, voilà, il y a... Donc, je pense que c'est... et parce que donc, l'idée, c'est vraiment de proposer aussi une diversité parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, pour valoriser la culture locale. Si par exemple, je propose une photographe, je ne sais pas, iranienne, euh, si quelqu'un, on ne sait jamais, donne des cours de FLE en Iran, même si j'imagine que c'est peut-être un peu compliqué, euh, ben, justement, elle peut utiliser aussi découvrir euh, une photographe iranienne et qui va pouvoir, avec lesquelles on va pouvoir travailler en classe. Et que ça aura beaucoup plus de sens peut-être que de travailler avec un photographe français. Parce que ce ne sera pas les mêmes thématiques non plus qui vont être abordées. C'est pas, ça correspondra, la photographie d'un pays correspond aussi à sa société. Oui, c'est génial. C'est très, Mm, très cool. Ça donne envie mm. d'accompagner un cours comme ça. Ouais, bah écoute, non, parce que moi je l'ai fait parce que j'adore la photo et puis parce que je pense que c'est un médium qui est super pour justement travailler en classe, hein, que ce soit avec des débutants ou des plus avancés. Ouais. Il y a quand même, comme tu le disais, tu vois, tout à l'heure, tu disais, enfin, il y a ce que fait la photo, il y a la réalité, et donc tu peux aussi parler de ce décalage. Euh, et puis parce que mon discours global, c'est aussi mettre de l'esthétique dans les cours de FLE. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est important de euh, proposer des supports visuels qui soient beaux, donc des belles photos qui sont des œuvres, euh, plutôt que quelque chose qu'on aura trouvé sur une banque d'images, quoi. Ouais. Est-ce que tu connais un photographe brésilien, parce qu'il est très, très connu dans le monde, qui s'appelle Sébastien Salgado? Bien sûr, bien Ouais. sûr. Ah oui, oui, Il est oui. Il est incroyable. fascinant par son parcours, Ouais. avec sa femme aussi, qui est fascinante, qui l'a beaucoup, beaucoup aidé. Sans sa femme, il aurait été plus compliqué. Et puis, pour tout le travail aussi qu'ils ont fait avec la restauration de la, la fazenda, comment on dit ça? La quoi? La ferme, Ah oui, Fazenda, oui, c'est ça même. fazenda. La ferme, je ne sais plus dans quelle partie du Brésil qu'ils ont repris, qui appartenait à leur famille. Et puis ils militent beaucoup pour l'environnement aussi maintenant. Donc, Euh, tu le connais mieux que moi, en fait. ah, non, non, c'est un super artiste et qui a eu beaucoup un changement de carrière parce qu'il a vu des choses très compliquées. Il y a un film qui a été fait, qui parle de lui, qui a été fait sur lui, qui s'appelle Le sel de la terre, et qui est super, qui est vraiment très très beau et qui explique aussi justement tout son parcours. Donc voilà, je recommande à voir. Voilà. Parfait.
Ouais. Bon, Anne, c'est bon, hein, je ne vais pas prendre beaucoup plus de ton temps. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas fait, un point que tu pensais important de toucher, mais je n'ai pas posé la question? Écoute, là, je vois pas pour le moment. Je vois pas pour le moment. Non, Écoute, ouais, voilà. non, Et bon, non. pour finir, alors, toute dernière question qu'on pose toujours. Anne, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas Mhm. farcir notre pain française avec des indications, lecture, films, séries, etc. Ok, alors, avec lecture, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Je suis en train de rechercher le titre. Attends, je vais aller chercher le livre parce que. Ouais, Ok, vas-y. ouais. Donc, Ouais. ce que je recommande, on en parlait tout à l'heure quand je disais qu'avec Les Fabuleuses, on avait quand même aussi une orientation féministe. Il y a un livre qui est une BD aussi, qui s'appelle Le problème avec les femmes, qui est très très drôle, qui parle Ah, c'est beau, hein? qui est très très, voilà, qui est vraiment drôle et qui parle un peu de justement l'histoire des femmes enfin, à travers l'histoire justement. Euh, Avec des questions comme les femmes peuvent-elles être des génies ou leurs bras sont-ils trop courts? Euh, Ouais. et donc voilà, ça revient sur justement un peu l'histoire des femmes et moi je trouve que c'est très sympa à lire parce que c'est drôle et que après c'est mon comment dire mon côté aussi toujours enseignant et je me dis c'est des super ressources pour travailler en classe avec des élèves. Et puis surtout, ça remet aussi les femmes un peu dans l'histoire. Parce que comme c'est dit, euh, on a peu entendu dans nos livres d'histoire de femmes. Elles n'en font pas beaucoup partie. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à pourquoi. Elles ne font pas partie de l'histoire avec un grand H. Ouais, elles ont été oubliées. Donc, c'est ma recommandation. Je ne sais pas s'il faut recommander encore d'autres choses ou c'est bon. Ouais, non, si tu veux, on est là. Ok, Mais sinon, c'est bon. ok. Donc voilà, je pense que ça fonctionne bien comme pour aller sur le pain d'aujourd'hui parce que c'est consistant mais léger à la fois. Ah, parfait, ça sera bien nourri, alors. Voilà, exactement. Bon, voilà, Anne, vraiment un super merci, un grand merci. Ça a été très, très bon de discuter avec toi. Très, très cool. Bah écoute, merci beaucoup à toi, hein. Franchement, moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, je suis très contente d'avoir participé à ce podcast que j'ai découvert justement quand on s'est rencontrés en Uruguay. Et que je vois qu'en plus, ça a vraiment, tu fais un travail, un gros, gros travail de podcast et que justement en faisant entendre aussi d'autres voix et que je trouve que c'est important et que je te félicite pour tout ça. Ah, Bravo. merci beaucoup et merci pour ton travail aussi. Moi, en tant que prof de FLE, ça m'aide beaucoup, ça m'inspire en plus. Et voilà, je te souhaite longue, longue vie avec les projets, des fabuleuses et tout. Ouais. Bah écoute, merci. Bah, toi aussi avec le podcast, voilà. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans une partie du monde et peut-être au Brésil. Voilà, Voilà, un ça petit serait super. rappel aux institutions. Voilà, je suis Ouais. disponible pour venir au Brésil. Bon, voilà, toutes. Bon, et pour ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à ce moment-là, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et pour tous les contenus, toutes les indications qu'il y en a fait, même son arrobase, les sites, son travail en tant que photographe, on va tout mettre sur Instagram, comme d'habitude, arrobase Pan Français Podcast. Suivez aussi arrobase tacticfleu. Mhm. Et voilà, merci beaucoup à Bah toutes. merci, merci Adrienne. Au revoir. Au revoir. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine. prochaine.